Fait. Euh, donc pour démarrer, on vous parle aujourd'hui dans ce nouveau webinaire de la facturation électronique. Et alors il se fait discret, mais j'ai à mes côtés du coup pour pouvoir en discuter Loïc Amstetter qui vient de chez EasyCo. Bonjour Oui, bonjour Loïc. à tous. Bonjour. Je vais mettre ma caméra, comme ça c'est plus sympa aussi. Bonjour à tous. Parfait. Donc la facturation électronique, vous en avez certainement déjà pas mal entendu parler. Il s'agit bien évidemment d'une réglementation qui va concerner la facturation entre les entreprises sur le modèle de ce qui existe déjà un peu pour la facturation auprès des organismes publics. Je ne m'avance pas trop sur le sujet parce que c'est plutôt Loïc l'expert qui vous en parlera. Retenez bien, mais je suis sûr qu'il y reviendra aussi, que c'est une réglementation qui rentrera en vigueur à partir de 2024. Tout à fait. Dans presque un an. C'est Presque ça. un an jour pour jour. Et voilà, d'où l'intérêt de pouvoir commencer dès à présent à vous en parler, à essayer de vous sensibiliser au sujet, à ce que vous ayez l'occasion de poser toutes vos questions pour être prêt le jour J. Et donc, je passe la parole à Loïc pour qu'il puisse déjà peut-être se présenter et puis nous expliquer aussi en quoi consistera la facturation électronique. Alors, donc, rebonjour à tous. Loïc Amstetter. Donc, moi, je suis le directeur adjoint du cabinet EasyCo, cabinet d'expertise comptable EasyCo à Sarrebourg. Donc, ça fait déjà quelques temps que nous, chez EasyCo, nous travaillons sur le sujet de la facturation électronique. Parce que c'est un bouleversement tant pour vous, et on va avoir l'occasion de discuter un petit peu, je vais vous évoquer un petit peu les changements à venir pour vous, mais c'est aussi un sacré changement pour nous côté cabinet comptable, hein, donc on a tout intérêt à s'y prendre très à l'avance. Nous sommes aujourd'hui le 29 juin 2023. Alors, on va avoir l'occasion de le voir dans la présentation que je vais vous faire, mais nous sommes à presque un an jour pour jour de l'entrée en vigueur d'une partie de la réforme. Puisque le premier pan de la réforme entrera en vigueur le 1er juillet 2024. Et on va, sans plus tarder, on va démarrer. Alors, je vais vous afficher le PowerPoint. Il faudra juste me confirmer que vous êtes bien à l'écran de votre côté, et ça devrait arriver d'ici peu. Je pense que c'est en train de charger. Je pense que là, ça y est, c'est peut-être en train d'arriver. C'est tout bon. OK. Donc, vous allez voir que, alors c'est une présentation différente de celle que j'ai faite la dernière fois, hein. C'est une présentation un petit peu différente. On a axé un petit peu la communication autour de la facture électronique, alors sur un thème qui n'a rien à voir avec de la facture électronique ou de la fiscalité. Vous allez voir que la présentation graphique est un petit peu axée sur les Jeux Olympiques. Ça veut dire que la facturation électronique, ça va être du sport? Ça veut dire que que ça va être du sport, mais surtout qu'il ne faut pas en faire un sprint le 30 juin 2024, mais il faut plutôt en faire une course de fond dès aujourd'hui. C'est un petit peu ça le sens, c'est un petit peu ça le sens du message, hein. Mais enfin, pour autant, ça va être un petit peu sportif. Donc, nous allons tout de suite démarrer tous ensemble. Et donc là, vous voyez déjà qu'il y a une première date qui vous saute aux yeux, c'est le 1er juillet 2024. Et êtes-vous prêts? Alors là, pour l'instant, vous ne devez pas forcément savoir pourquoi je vous demande si vous êtes prêts. On va avoir l'occasion de l'évoquer un petit peu plus tard. Donc, un petit sommaire de la présentation qu'on va avoir. Dans un premier temps, on va évoquer ensemble quelles obligations vont arriver, pour qui et quand, parce qu'il y a un calendrier précis pour la réforme et il y a un calendrier précis pour la réforme en fonction de la typologie d'entreprise, de la typologie de votre entreprise. On va aussi, dans un second temps, comprendre la réforme. Alors, ça va être extrêmement vite vu, hein, mais on va comprendre, on va tenter de comprendre l'arrivée de la réforme en France, donc pourquoi le gouvernement souhaite la mettre en place, hein, c'est très vite répondu. On va ensuite s'atteler à la définition de ce qu'est une facture électronique, parce que ça peut être un petit peu flou. On va ensuite en cerner tous les avantages. On va aussi parler des pénalités, donc c'est-à-dire de ce qui vous attend si vous devez facturer de manière électronique et que vous ne le faites pas.
Ensuite, on va avoir un mode d'emploi qui est ni plus ni moins que les modalités pratiques d'échange des factures qui va arriver dans le futur. Donc, j'aurais adoré vous faire une démonstration en live d'un outil. Je ne peux pas parce que faute d'accès. En revanche, j'ai pris quelques captures d'écran pour que vous puissiez aussi avoir un petit peu de concret et que vous puissiez aussi voir comment demain une facture va s'échanger par rapport à la manière dont vous l'échangez aujourd'hui. Et ensuite, un petit temps de conclusion. Et puis, il va y avoir évidemment un temps de questions-réponses. Je vous invite à poser toutes vos questions dans le chat et puis je me ferai un plaisir d'y répondre, il n'y a aucun souci. N'ayez pas peur de poser des questions. Comme je dis d'habitude, la question bête n'existe pas, hein. Si vous vous posez des questions, c'est tout à fait légitime et vous avez le droit de vous poser des questions. Et moi, je vous invite vraiment à poser toutes les questions que vous pourriez avoir. Donc, on va démarrer. Alors, premièrement, quelles obligations, pour qui et pour quand? Donc, à partir du 1er juillet 2024, les règles du jeu vont un petit peu changer pour vous en matière de facturation. On va d'abord faire un point sur avant le 1er juillet 2024, c'est-à-dire à l'heure actuelle. Donc là, vous avez, ça, c'est les règles qui vont encore être en vigueur pendant une année. À l'heure actuelle, l'obligation que vous avez, c'est produire une facture entre professionnels. Voilà. Mais vous avez aujourd'hui toute liberté de choisir le mode de transmission. Vous pouvez transmettre votre facture par courrier en papier. Vous avez le droit de la transmettre par mail. Vous avez le droit de la transmettre par EDI. L'EDI étant ce qu'on appelle l'échange de données informatiques, c'est quelque chose de très spécifique qui est surtout utilisé par les grandes entreprises ou les entreprises de la grande distribution ou notamment le secteur automobile. Donc, c'est un petit peu moins le cas pour des TPE, des TPE, PME classiques. Donc, l'obligation que vous avez, c'est de produire une facture et l'obligation fiscale que vous avez, c'est de fournir une trace de la transaction. Trace de la transaction qui est une facture papier signée avec ce qu'on appelle une piste d'audit fiable, c'est-à-dire que vous devez schématiser l'ensemble de votre process de facturation, de l'entrée d'une commande jusqu'à son paiement, jusqu'à son archivage. L'objectif étant de garantir au fisc qu'entre le moment où vous établissez une facture et le moment où vous l'archivez, cette facture n'a jamais été modifiée et que l'information que vous archivez est fiable. Ça, c'est à l'heure actuelle. Et ça va un petit peu changer. Ça va un petit peu changer, donc l'obligation va avoir lieu en 3 temps. Donc c'est pour ça que vous avez 3 slides qui vont, vous avez 3 pastilles qui s'affichent dès le 1er juillet 2024. Alors, je suis allé un petit peu trop vite. On va y revenir. Donc, dès le 1er juillet 2024, tout le monde, et je dis bien tout le monde, doit être en mesure de recevoir des factures au format électronique. Vous n'êtes pas encore obligé de les envoyer au 1er juillet 2024 en électronique, mais vous devez déjà être en mesure de les recevoir. C'est dans un an. C'est dans un an. Il y a une deuxième obligation qui, elle, va s'appliquer à compter du 1er janvier 2025 pour les entreprises dites ETI, donc entreprises de taille intermédiaire. Je pense que dans l'Assemblée, il n'y a à peu près personne de concerné, hein, parce que la taille intermédiaire, c'est entre 250 et 5000 salariés. Donc, on est déjà sur une taille d'entreprise relativement importante. Et pour connaître un petit peu, le tissu économique local et 2, pour connaître un petit peu la composition classique pour connaître un petit peu la typologie de clients qui participent à ce format de webinaire, je pense que ça concerne personne. Pour autant, le 1er janvier 2025, les entreprises dites de taille intermédiaire devront être en mesure, pas juste de recevoir des factures au format électronique, mais elles devront être en mesure de les envoyer à leurs clients. Et ensuite, le 1er janvier 2026, toutes les entreprises, sans exception, devront être en mesure à la fois d'envoyer des factures au format électronique, mais de les recevoir. Donc, les 2 dates que vous devez retenir, c'est 1er juillet 2024, vous devez être en mesure de recevoir des factures au format électronique. On va voir plus tard, hein, comment la réception va se faire. Deuxièmement, 1er janvier 2026, vous devez être en mesure de pouvoir envoyer des factures au format électronique à destination de vos clients, mais pas tous les clients. On va voir que l'obligation ne s'applique pas de la même façon pour tout le monde. Donc là, déjà, qui est hors jeu, donc c'est-à-dire qui n'est pas concerné par
l'obligation de facturation électronique, parce que tout le monde n'est pas concerné par cette obligation qui arrive. Donc vous avez certains types d'activités qui, eux, passeront à travers les mailles du filet et ces personnes-là pourront continuer à facturer de manière classique. Notamment toutes les prestations dans le domaine de la santé, donc c'est-à-dire, tous les professionnels libéraux, hein, donc les infirmières, les médecins, les kinés et cetera, ne seront pas concernés par l'obligation de facturer au format électronique. Les prestations d'enseignement et de formation, sous réserve qu'elles ne soient pas assujetties à la TVA, c'est pareil, vous échappez à l'obligation de facturer en électronique. Les opérations immobilières, c'est pareil, hein, vous, n'avez pas d'obligation de passer par le process de facture électronique. Toutes les associations à but non lucratif, c'est pareil. Les opérations bancaires et financières, c'est la même chose. Et enfin, les opérations d'assurance, c'est la même chose aussi. Donc, vous avez certaines typologies d'activités qui échappent complètement à l'obligation de facturation électronique, sauf si sauf si ces entreprises-là auraient opté pour la TVA. Dès qu'on opte pour l'imposition à la TVA, on entre directement dans le champ d'application de la facturation électronique, peu importe son type d'activité. Deuxième, deuxième information que j'apporte, c'est que peut-être que certains d'entre vous sont des auto-entrepreneurs qui bénéficient de ce qu'on appelle la franchise en base de TVA. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne dépassent pas un certain seuil de chiffre d'affaires et grâce à ce seuil qui est non dépassé, ils ne sont pas assujettis à la TVA. Alors, je me corrige, c'est pas qu'ils ne sont pas assujettis à la TVA, c'est qu'ils ne sont pas redevables de la TVA. Pour autant, un micro-entrepreneur, c'est un assujetti à la TVA qui bénéficie d'une franchise et le micro-entrepreneur sera concerné par l'obligation de réceptionner les factures au format électronique, mais aussi par l'obligation de les envoyer au format électronique. Donc, si nous avons des auto-entrepreneurs parmi nous, vous allez être concernés. Donc, objectif numéro 2, comprendre la réforme. Et la réforme est extrêmement simple à comprendre. C'est pourquoi la France met en place la facturation électronique. Alors, premièrement, on a un train de retard sur le reste de l'Europe, hein. Beaucoup d'autres pays, ils sont déjà passés avant nous à la facturation électronique. Alors, l'exemple que nous prenons de manière habituelle, c'est l'Italie, l'Espagne et le Portugal, parce que ce sont 3 pays qui vont avoir des systèmes de facturation électronique similaires aux nôtres. L'Italie y est passée en 2014, l'Espagne y est passée en 2018, le Portugal en 2022. Sachez que nous, en France, nous devrions déjà être à la facture électronique, mais il y a eu un premier report de calendrier, notamment à cause du Covid. Donc, la réforme avait déjà été reportée. La deuxième raison, et c'est la principale raison pour laquelle la réforme arrive, c'est que l'État cherche à combler ce qu'on appelle le gap de TVA. Le gap de TVA étant en fait le coût de la fraude fiscale à la TVA. En sachant que cette fraude fiscale, notamment celle à la TVA, vous avez 2 types de fraude, hein. Vous avez la fraude involontaire qui est quand vous comprenez mal un texte ou que vous appliquez un mauvais taux de TVA, par exemple, mais par erreur. Ça peut être notamment le cas dans le BTP, hein, où les taux de TVA sont extrêmement complexes. En revanche, vous avez aussi la fraude volontaire, c'est tout simplement, les factures non déclarées au fisc. Donc aujourd'hui, ce gap de TVA, il représente entre 15 et 20 milliards d'euros et le coût estimé de la fraude fiscale, c'est entre 80 et 100 milliards d'euros. Donc voilà un petit peu l'enjeu pour l'État de mettre en place la facturation électronique, c'est de mieux suivre aussi les factures qui arrivent et surtout de mieux retracer l'ensemble des opérations économiques et de faire en sorte qu'il y ait moins d'opérations qui échappent, à la déclaration auprès, de l'administration fiscale. Le troisième, qui est du pur bonus, c'est que, l'échange des factures au format électronique aura pour conséquence, un impact positif en matière d'écologie, puisque le bilan carbone d'une facture électronique est inférieur de 63 à celui de la version papier. Pour autant, il faut énormément relativiser, hein, cette empreinte écologique parce que, le stockage d'une facture sur un serveur, il se trouve que ça consomme aussi de la ressource écologique. Alors, définition de ce qu'est une facture électronique. Alors, une facture électronique, c'est une facture dont le processus complet, et j'insiste, dont le processus complet est entièrement électronique. Il faut que de sa création
jusqu'à son archivage, son contenu soit entièrement informatique et électronique. C'est ce qu'on appelle une facture dite au format structuré. Et on va tout de suite casser une première idée reçue qui va arriver dans le slide d'après, c'est que tous ceux qui produisent des factures sur Excel ou sur Word et qui les transforment en PDF, ce n'est pas une facture électronique. Ce n'est pas une facture électronique parce qu'elle ne contient pas les données informatiques attendues par l'administration fiscale. Donc, quelles vont être les informations à faire figurer de manière informatique dans les futures factures électroniques? Nous avons les informations classiques, la date de la facture, l'identité du vendeur, l'identité de l'acheteur, le prix hors taxe, le prix TTC. Nous allons également devoir ajouter les numéros de sirène quand c'est un client assujetti à la TVA, l'adresse de livraison, la catégorie, la typologie de ce que vous vendez et si vous faites une option pour les débits pour la TVA, de faire mention expresse de cette option-là. L'option pour les débits, je reviens juste dessus très rapidement, c'est que quand vous êtes prestataire de service, vous n'êtes redevable de la TVA que quand une facture est payée. Alors que ce n'est pas le cas quand vous êtes vendeur de marchandises. Quand vous êtes vendeur de marchandises, vous êtes redevable de la TVA dès que vous émettez la facture. En revanche, les prestataires de services peuvent faire ce qu'on appelle une option pour les débits et dans ce cas-là, ils deviennent redevables de la TVA dès qu'ils émettent les factures. Et donc dans le cas de cette prise d'option, c'est à mentionner de manière claire sur une facture électronique. Ça, c'est dans un premier temps des informations obligatoires qui vont devoir figurer sur une facture électronique. Si vos futures factures électroniques ne mentionnent pas toutes ces mentions-là, elles seront refusées par les plateformes qui auront pour rôle de transmettre les factures électroniques de vous à vos clients, vos fournisseurs. On va voir plus tard comment ça se passe, ne vous inquiétez pas. En plus de ça, à compter du 1er janvier 2026, de nouvelles mentions vont s'ajouter aux factures électroniques. Donc, nous devrons faire figurer toutes les minorations de prix. Nous devrons faire figurer les quantités de biens vendus ou pour les prestations de services, la détermination précise de la quantité de services rendus. Et si c'est une facture rectifiée, nous devrons émettre des informations sur la rectification qu'on apporte. Voilà déjà le contenu que va avoir une facture électronique demain. Alors là, la première question qui peut arriver, c'est comment est-ce que vous allez faire figurer ce contenu dans une facture électronique parce que vous n'en savez certainement rien du tout. Pas de panique, on va y venir. Donc, ce que j'expliquais en préambule, c'est que les factures PDF, les factures JPEG pour ceux qui auraient des factures JPEG, les factures Excel, les factures Word, les factures papier, ce seront des factures non conformes parce que ça ne répond pas à la définition d'une facture électronique. Donc je répète, c'est tous ces formats de factures-là que vous voyez à l'écran, ce ne seront pas des factures électroniques. Donc si vous émettez des factures à ce format-là alors qu'il faudrait les faire de manière électronique, vous ne remplissez pas votre obligation. Et on verra plus tard les pénalités qui sont prévues quand vous ne remplissez pas votre obligation. Ces factures, donc ce qu'on a vu juste auparavant, donc les factures Word, Excel et PDF et compagnie vont être remplacées. Alors, il y a plusieurs formats de factures électroniques qui existent. Par souci de simplification, on va se concentrer sur un seul format qui va être le plus répandu. C'est ce qu'on appelle le format FactureX. Le format FactureX qui n'est ni plus ni moins qu'un fichier PDF classique dans lequel va être intégré un fichier qu'on appelle un fichier XML qui, lui, va contenir toutes les informations utiles pour que la facture soit considérée comme étant une facture électronique. Ce fichier XML, sous réserve que vous ayez un logiciel de facturation qui soit capable d'émettre des factures électroniques au format FactureX, ce fichier XML sera généré automatiquement par votre logiciel de facturation. Donc pour ceux qui n'auraient pas de logiciel de facturation, c'est l'occasion de se doter d'un outil qui va être capable d'émettre au format électronique. Donc vous voyez un petit peu plus bas que nous avons trois autres formats qui sont l'UBL, le C2I et le EDI Fact. On ne revient pas dessus parce que ce sont des formats extrêmement spécifiques et ce sont surtout des formats qui sont extrêmement lourds. Donc, on ne va pas revenir dessus parce que ça ne vous concernera pas. Vous allez être concerné par le format FactureX. Donc, si dans l'assemblée, certains d'entre vous auraient déjà des logiciels de gestion. Aujourd'hui, la plupart des logiciels de facturation sont en train de se mettre à jour pour être capables d'émettre au format FactureX.
Par exemple, nous, chez Isico, hein, on propose des logiciels de facturation à nos clients. Alors, il y en a notamment un qui est très répandu, qui est Mon Expert en gestion ou RCA Facturation, hein, ça dépend sous quelle appellation les experts vous le mettent à disposition. Mais si certains d'entre vous utilisent ce logiciel-là, Mon Expert en gestion est capable, depuis déjà quelques mois, d'émettre des factures au format FactureX. Et moi, j'ai testé de mon côté l'émission des factures, elle se passe sans aucun problème. Donc, les logiciels sont en train de se mettre à jour petit à petit. En revanche, pour ceux qui ne sont pas encore dotés d'un logiciel, c'est le moment d'y réfléchir. Et c'est le moment d'y réfléchir de manière très sérieuse. Donc, on va continuer. La facture électronique se distingue également par le parcours qu'elle va suivre. À l'heure actuelle, quand vous transmettez une facture à votre client, soit vous la transmettez par mail, soit vous la transmettez par courrier, soit parfois vous rencontrez même votre client de manière physique et vous lui donnez une copie de sa facture. Donc vous avez plusieurs canaux de distribution des factures. Que ce soit des factures que vous émettez ou les factures que vous recevez, hein. Vous recevez aussi des factures par courrier, des factures par mail et parfois même des factures directement que vos fournisseurs vous donnent en main propre. Demain, ce mode d'échange-là, il sera fini. Et les factures vont transiter par ce qu'on appelle des plateformes de dématérialisation partenaires. En fait, les plateformes de dématérialisation partenaires, c'est un nouvel acteur qui va entrer dans le circuit de facturation et son rôle, donc chaque client, chaque entreprise assujettie à la TVA devra choisir une plateforme de dématérialisation partenaire avant le 1er juillet 2024. Donc là, vous avez déjà un premier choix à faire. Et comme chaque entreprise devra avoir une plateforme, eh bien, quand vous allez émettre une facture, la facture va partir de votre plateforme et va arriver sur la plateforme du client qui va la réceptionner. Vous voyez qu'il y a ici un troisième acteur qui est le portail public de facturation. Le rôle du portail public de facturation, ça va être de capter certaines données sur les factures que vous émettez ou que vous recevez pour notamment savoir la TVA qu'on vous facture ou la TVA que vous facturez ou la TVA que vous facturez à vos clients. Objectif de l'administration fiscale, c'est de pouvoir à terme vous pré-remplir les déclarations de TVA. Ça paraît utopique. Sachez qu'en Italie, à partir du mois prochain, les déclarations de TVA vont être pré-remplies par l'administration fiscale. Donc, ça peut paraître utopique pour l'instant en France, mais dans un futur pas si lointain, c'est la même chose qui nous attend. Donc, on l'a vu juste avant, vous avez 2 nouveaux acteurs qui vont entrer dans le process de facturation. Nous avons les plateformes de dématérialisation partenaires. Les plateformes de dématérialisation partenaires, ce sont des plateformes privées qui vont être agréées par l'État et qui vont être immatriculées pour une durée de 3 ans. Leur rôle à ces plateformes de dématérialisation partenaires, ça va être de réceptionner les factures électroniques que vont vous envoyer vos fournisseurs, mais ça va être aussi de transmettre vos factures, les factures que vous émettez, à vos clients. Un rôle aussi qui va être attribué aux plateformes de dématérialisation partenaires, ça va être aussi de permettre, par exemple, de faire du paiement, de fournisseurs ou de clients directement sur les plateformes concernées. Donc c'est un service qui va arriver dans un deuxième temps. Dans un premier temps, le vrai rôle qui va être attribué à ces plateformes privées, ça va être de transmettre les factures de l'émetteur à son destinataire. Vous avez également le portail public de facturation. Portail public de facturation qui va être un acteur institutionnel. Alors, je vais vous la faire extrêmement simple. Le portail public de facturation, ça va être Chorus Pro. Ça va être ni plus ni moins que Chorus Pro. Pour ceux qui passent déjà par Chorus Pro, vous voyez comment se déroule l'émission, comment se déroule le dépôt des factures. Eh bien, ça va se passer comme ça demain, quand vous allez devoir émettre des factures au format électronique. Donc, le rôle du portail public de facturation, ça va être déjà, on l'a vu avant, de capter certaines informations des factures que vous transmettez et que vous recevez pour les transmettre à l'administration fiscale. Comme ça, le fisc sera informé en temps réel des factures que vous émettez et des factures que vous recevez. Mais deux, et on va en parler, ça va être aussi de venir en remplacement des plateformes de dématérialisation partenaires
en version gratuite. Parce que les plateformes privées vont être payantes et le portail public de facturation, lui, va être gratuit. Donc voilà un petit peu la différence entre les deux. Donc je vais revenir sur la slide d'avant pour que ça puisse être un petit peu plus clair. Donc ici, vous voyez qu'on en a parlé auparavant, l'échange de factures va se faire de plateforme à plateforme. Sauf que vous avez ici la possibilité d'opter pour le portail public de facturation qui, lui, va être gratuit. Et c'est le portail public de facturation qui transmettra votre facture à votre client, qui, lui, peut aussi très bien choisir le portail public de facturation qui a l'avantage d'être gratuit, mais qui a l'inconvénient de proposer très peu de services. Très peu de services additionnels, alors que les plateformes de dématérialisation partenaires, elles, vont proposer de nombreux services additionnels. Le portail public de facturation, il faut le voir comme un service minimum. C'est un service gratuit minimum, là où les PDP, je vais l'abréger, là où les PDP vont avoir pour rôle d'apporter beaucoup de services complémentaires. Je pense qu'une des premières questions qui vous vient à l'esprit, c'est quel tarif? Quel tarif pour les PDP? Alors, il va y avoir énormément de PDP qui vont arriver sur le marché. Certaines vous ont peut-être même déjà, un petit peu démarché. Alors, en termes de tarifs, il y a un petit peu de tout. Alors, quel genre de service? C'est une très bonne question. Le genre de service que va pouvoir proposer une PDP, c'est par exemple de permettre à vos clients de vous régler directement les factures via la plateforme en question. Ou ça va être aussi de vous, que vous puissiez payer vos fournisseurs directement à travers cette plateforme-là. Ça, c'est dans un premier temps. Dans un second temps, ça va être aussi de permettre aux factures que vous émettez ou que vous recevez, de leur assurer des statuts de suivi. C'est-à-dire de, par exemple, donner comme statut à une facture que vous recevez, le statut en litige ou le statut en attente d'un avoir ou ce genre de choses-là, et de pouvoir informer votre fournisseur ou votre client de l'existence d'un litige sur une facture. Ce que le portail public de facturation ne proposera pas. Parce que le portail public de facturation ne proposera que 4 statuts pour les factures, c'est déposer, accepter, rejeter, valider. Là où les PDP vont proposer à peu près une vingtaine de statuts pour les factures. Donc ça permettra d'avoir un suivi beaucoup plus fin du circuit de facturation et du cheminement de la création de la facture jusqu'à son paiement. Donc en matière de coûts, on a un petit peu à boire et à manger, en sachant que les facturations des PDP se font généralement aux documents qui y transitent. Donc je vais être extrêmement transparent avec vous. L'Ordre des experts comptables va proposer sa propre plateforme avec un coût qui est à 15 centimes par facture qui y transite. Donc c'est 15 centimes d'euros par facture qui transite par la plateforme, là où les plateformes les plus chères sont aux alentours de 1,50 € par facture qui y transite. Donc vous allez avoir un petit peu de tout en termes de tarification. Donc moi, le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'être vigilant sur toutes les démarches que vous pouvez avoir des futures plateformes et de ne pas vous décider, de ne pas faire un choix à la hâte. Sachez que nous, alors que ce soit Iyzico ou même toute la profession dans son ensemble, nous sommes en train de tester plusieurs plateformes partenaires. Donc, nous sommes en train de tester plusieurs PDP. Et le conseil qu'on peut vous donner, c'est de vous rapprocher de votre expert comptable pour prendre la plateforme qu'il préconise et de choisir vraiment une PDP unique, de manière à simplifier un petit peu votre gestion. Enfin, vous allez avoir un troisième opérateur qui va arriver dans le process de facturation, qui s'appelle les opérateurs de dématérialisation, donc OD pour opérateur de dématérialisation, qui lui, va avoir pour unique rôle de transformer, les factures papier en factures électroniques, mais il n'aura pas pour rôle de transmettre ces factures électroniques, à vos clients ou à vos fournisseurs. Donc voilà un petit peu le rôle des OD. Alors, si vous choisissez un bon outil de facturation, vous n'aurez pas besoin d'avoir un OD, hein. Ça, c'est pour, ceux qui resteraient sur un schéma classique et qui vont devoir transformer leur facture papier en facture électronique. Mais si vous anticipez suffisamment et que, vous mettez en place la réforme chez vous de manière intelligente, vous n'aurez pas besoin de ces opérateurs de dématérialisation. Donc le conseil que moi je peux vous donner, c'est de choisir une seule plateforme. Alors pourquoi est-ce que je dis choisir une PDP? C'est parce que vous pourriez choisir une PDP pour la réception des factures et vous pourriez choisir une autre PDP pour l'émission des factures. On a la possibilité de choisir 2 PDP différentes pour ces 2 modalités différentes.
Je ne vous conseille absolument pas de le faire pour une raison simple, c'est que ça va énormément vous complexifier les choses. Là, c'est ce qu'on a vu, hein, ne pas confondre les opérateurs de dématérialisation et les plateformes de dématérialisation partenaires. Les OD, opérateurs de dématérialisation, ne sont pas agréés par l'État et donc ils n'ont pas le droit de transmettre les factures de vous à vos clients ou de vos fournisseurs à vous, ou enfin, ils n'ont pas le droit de transmettre des factures à des tiers. Donc là, bon, c'est très adapté Isico, hein, mais c'est la profession dans son ensemble. On est en train de tester diverses plateformes pour justement effectuer le bon choix. Et le conseil que moi je peux vous redonner encore une fois, c'est rapprochez-vous de votre expert comptable pour savoir le choix que lui a fait et vous adapter à son choix. Alors, quels avantages peut-on attendre de la réforme de la facture électronique? Alors, premier avantage qu'on peut en attendre, c'est la réduction des délais de paiement. Alors, comment est-ce que la facture électronique va réduire les délais de paiement? Je vous ai dit en préambule que, les factures, elles vont avoir un cycle de vie. Quand elles vont passer par des plateformes ou par le portail public de facturation, hein, c'est selon, mais elles vont avoir un cycle de vie qui va être matérialisé par des statuts. Donc quand vous allez envoyer une facture à votre client ou quand votre fournisseur va vous envoyer une facture, vous allez devoir l'accepter, la facture. Et si vous la refusez, votre client ou votre fournisseur va être informé du refus et quand on explique que, les factures vont être payées plus vite grâce à la réduction des délais de paiement, c'est qu'on va pouvoir matérialiser les litiges sur des factures et donc les régler plus rapidement. C'est, par ce biais-là qu'on va réduire les délais de paiement. Le deuxième avantage que vous pouvez attendre, de la facturation électronique, c'est, un coût de traitement qui est très largement diminué. Donc il y a des études qui ont été faites, hein, sur, le coût de traitement d'une facture, normale et le coût de traitement d'une facture au format électronique. Sachez qu'une facture au format électronique, son coût de traitement entre la réception, l'ouverture du courrier, la comptabilisation, la vérification, le coût de traitement d'une facture électronique est 10 fois moins élevé que le coût de traitement d'une facture papier. Donc là, c'est l'avantage économique que vous avez à passer à la facture électronique. Le troisième avantage que vous avez, c'est une meilleure visibilité parce que si vous vous dotez d'un outil de facturation efficace et que vous le chaînez à une, plateforme partenaire, vous allez pouvoir suivre en temps réel l'envoi et le paiement de vos factures. Donc c'est un suivi plus fin de votre trésorerie, mais c'est aussi un suivi beaucoup plus fin de votre activité. Les deux derniers avantages qu'on peut y trouver, c'est, la plus grande transparence vis-à-vis de vos clients parce que, justement, les statuts de facture vont permettre de beaucoup matérialiser les litiges qui peuvent exister et de beaucoup les clarifier. Donc ça permet vraiment de clarifier les relations qu'on peut avoir avec ses fournisseurs ou ses clients et ça permet de fluidifier l'information. Pourquoi? Parce que, tout va pla alors, il n'y a pas toute la facturation qui va passer par une plateforme, mais la majeure partie de la facturation va passer par une plateforme et ça ne fait qu'un seul canal d'émission et qu'un seul canal de réception. Donc là où aujourd'hui vous recevez des factures par mail, par courrier, en main propre, demain, ces factures ne transiteront plus que par une plateforme pour la majeure partie d'entre elles. Pas le cas pour tout, mais ça permet d'avoir un canal unique, pour la circulation des factures. Donc on va arriver sur la partie, un petit peu moins drôle, c'est, les pénalités. Donc c'est qu'est-ce qui vous attend si vous devez facturer en électronique et que vous ne le faites pas? Donc, si vous ne jouez pas le jeu, vous êtes sanctionné. Alors vous allez être sanctionné déjà par un temps de traitement plus long de vos factures, par, des risques de factures, mal dirigés vers vos clients. Enfin, vous avez déjà tous ces inconvénients-là, qui ne sont pas des pénalités en tant que telles, hein, mais qui peuvent pénaliser votre trésorerie, qui peuvent pénaliser un petit peu votre activité. Donc ça dans un premier temps, mais surtout, vous avez, vous avez une amende en fait qui vous attend, qui est de 15 €
par facture électronique non déposée au format électronique si vous deviez le faire, en sachant que l'amende ne peut pas dépasser 15 000 € par an. Et il y a encore une deuxième sanction qui n'est pas mentionnée dans le slide, c'est que si vous envoyez des factures non électroniques à vos clients alors que vous devriez le faire, votre client n'aura pas le droit de déduire la TVA sur ces factures-là. Donc c'est interdiction de déduire la TVA sur les factures qui sont au mauvais format. Donc vous avez 2 sanctions relativement importantes qui vous attendent au tournant si vous ne jouez pas le jeu. Mode d'emploi. Mode d'emploi, donc je fais un petit focus un petit peu particulier sur, les notes de réception parce que, vous pouvez avoir des questions sur, «Mais comment est-ce que demain, moi, je vais gérer mes tickets de resto, mes tickets de péage?» C'est une question qu'on nous a déjà posée plusieurs fois. Donc sachez que, bah, la SANEF, alors je vais prendre la SANEF, hein, parce que c'est le plus grand, enfin, c'est un des plus grands, c'est une des plus grandes, entreprises d'autoroutes, de notre secteur à nous. La SANEF étant une très grande entreprise, la SANEF va devoir émettre des factures électroniques dès le 1er juillet 2024. Donc ça veut dire que vous, en tant que client professionnel, vous devriez être en mesure de recevoir au format électronique, dès le 1er juillet 2024, les factures que la SANEF va vous envoyer. Cependant, il existe une tolérance administrative spécifique aux tickets de péage. Les tickets de péage pourront continuer à exister en papier. En revanche, pour ceux qui ont des abonnements de télépéage, là, les abonnements de télépéage, ce seront des factures que vous allez devoir réceptionner au format électronique et donc la SANEF va devoir vous envoyer ces factures-là au format électronique. Pour les notes de restaurant, alors ça concerne que les très grands restaurants type McDonald's, hein, qui fait un chiffre d'affaires tellement énorme qu'eux vont aussi devoir émettre en électronique dès le 1er juillet 2024. Pour les notes de restaurant, si c'est une note supérieure à 150 €, c'est obligation pour le restaurateur de vous envoyer la facture au format électronique et vous allez donc devoir réceptionner votre note de restaurant sur votre plateforme partenaire dès le 1er juillet 2024. Donc, c'est pour ça que j'explique que dès juillet 2024, certains frais de réception devront être enregistrés directement sur la plateforme partenaire. Donc ça, c'était un petit focus vraiment sur les frais de déplacement. Alors, on va désormais se poser des questions. On va se poser quelques questions et puis on va faire un petit schéma décisionnel. Donc schéma décisionnel qui a pour but, alors je vais juste reprendre la même chose de mon côté. Donc schéma décisionnel qui a pour but de savoir, est-ce que vous devez émettre une facture au format électronique ou pas? Première question à se poser, mon entreprise est-elle assujettie à la TVA? Qu'elle soit redevable ou non, c'est ce que j'ai expliqué en préambule. Si vous êtes micro-entrepreneur, vous n'êtes pas redevable de la TVA, mais pour autant, vous êtes un assujetti à la TVA. Donc, est-ce que je suis assujetti à la TVA? Si la réponse est non, la conséquence est simple, pas d'obligation de facturation électronique. Si vous n'êtes pas assujetti à la TVA, hein. En revanche, si vous êtes assujetti à la TVA, deuxième question à se poser, c'est vous réalisez quel type d'opération? Est-ce que vous réalisez des opérations avec d'autres assujettis à la TVA, donc avec d'autres entreprises, avec d'autres professionnels situés en France assujettis à la TVA? Si la réponse est oui, obligation de faire ce qu'on appelle le e-invoicing, c'est-à-dire la facturation électronique. Donc obligation d'émettre les factures au format électronique. Si vous êtes un assujetti à la TVA et que vous réalisez des opérations avec des non-assujettis, c'est ce qu'on appelle le B2C par exemple, c'est quand vous vendez directement à des clients particuliers. Là, vous n'avez pas d'obligation d'émettre une facture au format électronique, mais pour autant, vous avez une autre obligation qui vous attend, qui est le e-reporting. Vous allez devoir transmettre à l'administration fiscale le montant hors taxe des opérations que vous avez effectuées avec des non-assujettis et vous allez devoir également mentionner la TVA que vous avez facturée à des non-assujettis. Objectif pour le fisc, c'est de capter toute la TVA que vous facturez à vos clients. Troisième cas de figure, est-ce que vous réalisez des opérations à l'international? Si la réponse est oui, vous avez la même obligation que pour les non-assujettis. Vous avez la même obligation que pour les non-assujettis, c'est que vous avez une obligation de ce qu'on appelle le e-reporting. Donc, vous allez devoir transmettre à l'administration fiscale vos données de facturation. Alors, alors, je vois juste qu'il y a une question dans le chat qui est, c'est l'ancienne attestation forfaitaire. Alors,
Je n'ai pas connu ça. Alors, je suis désolé, hein, c'est peut-être très mal poli ce que je dis, mais je n'ai pas connu ça. Donc je vois pas trop ce dont vous parlez. Vous avez peut-être un petit complément d'information à me donner? Alors pendant que vous me donnez le complément d'information, je vais traiter le dernier cas de figure. Si vous êtes un assujetti à la TVA et que vous êtes prestataire de service, vous allez devoir non seulement faire de la facturation électronique pour, les factures faites à des professionnels, mais vous allez également devoir indiquer quand ces factures ont été payées par vos clients. Objectif pour le fisc, c'est de savoir quand vous êtes redevable de la TVA en question. Donc voilà les obligations qui vous attendent en fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez. D'accord, alors, j'ai jamais eu ce cas de figure, donc je suis malheureusement pas capable de vous répondre pour, les achats à 0 de TVA qui sont en vente à 2,10. Mais enfin, en tout cas, je vous crois sur parole, je vous crois sur parole. Donc là, vous voyez que nous avons diverses obligations qui nous attendent selon, la typologie de ce qu'on fait. Et donc nous avons 2 obligations. Nous avons l'obligation de facturation électronique qui est le e-invoicing et nous avons 2 le e-reporting qui est l'obligation de report des données à l'administration fiscale. Donc voilà les 2 obligations qui vous attendent dans le cadre de la réforme. Donc je rappelle, à compter du 1er janvier 2026 pour les factures que vous émettez, à compter du 1er juillet 2024 pour les factures que vous recevez des grandes entreprises. Donc on va passer un petit peu plus loin. Donc là, c'est une deuxième série de questions. Il faut aussi se questionner sur la qualité de votre client. Donc première question à se poser, est-ce que votre client est un assujetti à la TVA? Donc si la réponse est oui, dans ce cas-là, vous devez transmettre vos factures au format électronique via la plateforme. Deuxième cas de figure, est-ce que votre client est un non assujetti non assujetti à la TVA? Si votre client est un non assujetti, pas d'obligation de faire une facture au format électronique, mais pour autant, vous allez devoir transmettre à l'administration fiscale, le montant des opérations que vous avez fait avec tous les non assujettis à la TVA. Alors, concrètement, comment demain va se dérouler une réception de facture électronique? Parce que, j'imagine que c'est extrêmement abstrait pour vous. Alors, on va voir en toute fin de webinaire, hein, j'ai pris des captures d'écran d'une plateforme, hein, pour que vous voyez même un petit peu dans les faits comment ça va se passer. On va déjà le faire dans la théorie. Donc, comment se passe la réception d'une facture? Votre client, votre fournisseur, pardon, va vous envoyer une facture à travers sa plateforme de dématérialisation et vous allez la recevoir via votre plateforme à vous. Donc, votre plateforme va vous informer qu'une facture vous attend. Cette facture-là, vous allez devoir la valider ou la rejeter, premièrement. Et si la facture est rejetée, oui, effectivement, je peux comprendre que ce soit très nébuleux. C'est pour ça qu'on va aussi avoir un temps de questions-réponses à la fin, hein, pour un petit peu, éclaircir le brouillard, hein. Donc, vous allez devoir dans un premier temps, quand vous réceptionnez une facture de votre fournisseur, vous allez devoir la valider ou la refuser. Si vous la refusez, votre fournisseur sera informé du refus de la facture et dans ce cas-là, bah, il y aura une discussion avec votre fournisseur, soit sur l'émission d'un avoir total ou partiel, soit une discussion à avoir sur, les raisons du rejet. En revanche si la facture est validée, ensuite la prochaine étape, c'est de programmer le paiement de cette facture. On l'a vu avant, les plateformes partenaires vont, notamment vous proposer, des paiements en ligne. Donc une fois qu'une facture est validée, vous aurez la possibilité de programmer son paiement en ligne directement, sur la plateforme. Une fois que cette facture est payée, vous allez avoir l'intégration dans la comptabilité. Donc là, c'est soit vous avez un expert comptable qui va récupérer directement, le flux de facturation dans son logiciel, soit, vous allez devoir lui transmettre le fichier en question et ensuite, une fois que tout ça s'est passé, la plateforme et là, je vous parle vraiment de la plateforme de l'ordre des experts comptables qui est la seule à le proposer, vous aurez l'archivage fiscal de la facture en question sur la plateforme directement. Vous avez vu que dans tout ce process, jamais
vous ne transmettez des données directement à l'État. C'est la plateforme qui va se charger de transmettre les données utiles à l'administration fiscale. Vous n'intervenez pas là-dedans. Vous, votre rôle, c'est de valider, payer, intégrer en compta, et l'archivage, c'est la plateforme qui va le faire. Donc ça rend un peu plus léger l'intervention que vous allez avoir sur la transmission des données au fisc qui sera relativement automatisée. Deuxième chose, c'est que l'intégration en compta, normalement, nous, experts comptables, on va avoir la possibilité de se connecter aux différentes plateformes pour récupérer directement les factures dans notre compta à nous, ce qui va aussi nous faciliter la transmission des papiers. Et on va prendre l'autre cas de figure qui est comment est-ce que vous allez émettre vos factures électroniques à destination de vos clients. Donc, dans un premier temps, vous préparez votre facture au format électronique. Dans un premier temps, vous allez préparer vos factures au format électronique ou pas, mais enfin, je vous conseille quand même vivement de vous doter d'un logiciel qui est capable de le faire. Et si vous avez un très bon logiciel de facturation, vous allez pouvoir le connecter à votre plateforme et en un clic, vous allez pouvoir envoyer votre facture sur la plateforme et la plateforme va directement la transmettre à votre client qui, lui, va se retrouver dans le rôle de récepteur et donc c'est lui qui va devoir dire qu'il a réceptionné la facture, l'accepter ou la refuser et ensuite la facture va avoir, son cycle de vie. En sachant que les plateformes vont avoir aussi pour, service additionnel, la possibilité de relancer les factures qui sont en retard de règlement, la possibilité de gérer les impayés, donc ça va être des possibilités qui vont être ouvertes, par les plateformes privées, qui vont arriver sur le marché. Donc nous arrivons tranquillement vers la fin, parce qu'en plus, je crois que je suis en train de dépasser allègrement le temps imparti. Je vais essayer de me dépêcher un petit peu pour ne pas vous prendre trop de temps. On vous a préparé, en conclusion, quelques questions à vous poser. Parce que, vous avez enfin là, je comprends que vous êtes un petit peu dans la très grande nébuleuse de la facture électronique et que vous êtes en train d'y mettre les pieds. Donc on va un petit peu voir les questions à se poser dans un premier temps. Donc c'est déjà c'est sur le choix de la plateforme. Parce que ça, c'est la première chose que vous allez devoir faire, c'est choisir votre plateforme partenaire. Plusieurs questions à se poser sur le choix de la plateforme. C'est est-ce que cette plateforme va s'intégrer à votre système d'information et de gestion? C'est-à-dire, est-ce que vous allez pouvoir interconnecter votre plateforme partenaire avec votre logiciel de facturation ou avec votre système informatique? Deuxième question à se poser, c'est est-ce que la plateforme sera compatible avec celle de vos clients et vos fournisseurs habituels? Alors là, la question, je vais tout de suite y répondre. Les plateformes ont pour obligation, de pouvoir toutes s'interconnecter entre elles, hein, donc elles devraient toutes être compatibles. Je dis devrait, je vais utiliser le conditionnel parce que, je suis pas devin et puis je ne m'engage pas au nom des plateformes. Mais en tout cas, l'obligation qui a été donnée aux plateformes dans le processus d'audit dans le processus d'immatriculation d'une plateforme partenaire, l'obligation, c'est elles doivent toutes être, pardon, interconnectables entre elles. Troisième question à se poser, c'est est-ce que la plateforme que vous allez choisir sera compatible avec votre expert comptable? Et donc c'est là que, je vous conseille très vivement de vous rapprocher de votre expert comptable, parce que si vous choisissez une plateforme non compatible, votre expert comptable ne sera peut-être pas en mesure de récupérer automatiquement vos flux de facturation. Quatrième question à se poser, c'est est-ce que la plateforme que vous allez choisir va vous offrir des services complémentaires qui vont vous faire gagner, du temps et de la transparence? Voilà un petit peu les questions à se poser. Vous avez alors, moi, j'ai aucune objection à vous transmettre le PDF, à vous transmettre la présentation PowerPoint, par mail, à monsieur Puget qui peut vous la transmettre, par la suite, hein. Parce que vous avez en fait une foire aux questions du gouvernement. Vous avez, un petit peu je vous ai mis un petit peu de documentation à laquelle vous pouvez avoir accès, hein, qui peut un petit peu vous aider dans les questions que vous pouvez vous poser. Moi, je suis disposé à vous transmettre, la présentation PowerPoint s'il faut, hein. Et donc il va directement vous renvoyer vers les liens qui vont bien. Super, merci. Donc sur tous ces nouveaux processus qui vont arriver, sur tous ces nouveaux processus qui vont arriver,
que ce soit Iyzico, hein, donc là je parle au nom d'Iyzico parce que c'est le cabinet dans lequel je travaille et c'est le cabinet que je représente, hein, mais ça va être la profession dans son ensemble, hein. Les experts comptables travaillent quand même sur le sujet depuis, alors nous ça fait plus d'1 an qu'on travaille dessus, hein, donc on est quand même relativement au fait du sujet. Donc nous, on va assurer votre gestion au quotidien. On vous propose déjà des solutions compatibles avec vos systèmes de gestion actuels. On a la maîtrise du process. On s'appuie sur des partenaires sérieux et fiables et ça va nous permettre aussi, d'entamer une collaboration un petit peu plus fluide, notamment parce que, la facturation électronique va énormément nous simplifier l'échange des documents et c'est quelque chose que nous attendons beaucoup au niveau de la profession. En revanche, vous avez un choix, extrêmement important à faire sur la plateforme partenaire ou sur passer par le portail public de facturation, mais c'est un choix déterminant parce que si vous faites une erreur, ça va se payer cash. Donc le compte à rebours, il commence dès à présent. Dès à présent, c'est, tic-tac, tic-tac, donc vous avez 360, alors pas 365, vous avez 367 jours, donc le compte à rebours, il commence à partir de maintenant. Vous avez 367 jours pour, un, déjà choisir votre plateforme partenaire, mais 2, surtout anticiper la réforme et déjà se préparer à la réforme et vous verrez que si vous êtes bien préparé à la réforme, non seulement le 1er janvier 2026 et le 1er juillet 2024, ça va passer comme une lettre à la poste, mais surtout, vous allez vous apercevoir et c'est un petit peu, notre discours, par contre là, c'est le discours, vraiment, plutôt, c'est le discours Iyzico, hein. Vous allez vous apercevoir que la facturation électronique n'est qu'une brique dans, la transformation digitale et dans le process de transformation numérique et digitale dans lequel vous devriez vous engager. Et la facture électronique n'en est qu'une petite brique, qui va s'intégrer dans un process beaucoup plus global. On va aussi voir un petit peu, quelques actions à entreprendre avant juillet 2024 pour commencer à vous préparer un petit peu dans l'esprit de la réforme. Déjà, première chose à faire, c'est vous devez réfléchir et conceptualiser, c'est-à-dire vous devez réfléchir à quel est votre schéma actuel de facturation. C'est-à-dire qui fait quoi? Comment circulent vos factures? Donc que ce soit les factures fournisseurs ou les factures clients. Ça vous permettra déjà de comprendre d'où vous partez, la première chose à faire. Deuxième chose à faire, c'est, et ça c'est primordial, c'est trouver un logiciel de facturation qui correspond à votre activité et qui va vous permettre d'émettre des factures au format électronique. Et qui accessoirement vous apportera aussi, les indicateurs et tout le suivi tout au long de l'année, qui vous permettra de faire un bon suivi de votre activité. Par exemple, ce que proposent aujourd'hui les logiciels de facturation, c'est les préparations de devis, le suivi des règlements, l'intégration des catalogues d'articles. Enfin, vous avez quand même des possibilités qui sont, offertes par les logiciels de gestion qui sont plutôt sympas et qui vont vous aider, aussi dans la gestion quotidienne de votre activité. Donc sachez que, les équipes Iyzico, mais la profession dans son ensemble, on se tient à votre disposition pour, vous mettre en place les outils, pour vous aider à les paramétrer et pour vous aider à les utiliser correctement. Donc là, rapprochez-vous de vos experts comptables, respectifs. Un petit panorama des logiciels qui sont proposés. Donc on a parlé avant de Mon Expert en gestion qui s'appelle aussi parfois RCA Facturation. C'est à mon avis l'outil le plus proposé par les experts comptables parce que il est extrêmement bien implanté dans la profession. Et troisièmement, on en a parlé en préambule, hein. On va un petit peu revenir sur le thème des Jeux olympiques. N'entamez pas un sprint le 29 juin 2024 pour choisir une plateforme le 1er juillet 2024. Commencez à vous préparer dès maintenant et voyez ça comme une course de fond ou un marathon, au cours duquel vous allez y aller étape par étape, à votre rythme et rendez-vous à la ligne d'arrivée. Alors, on va faire et on va s'arrêter là parce que, ça a été extrêmement dense. Donc un petit bonus qui est, je vous ai fait une petite capture d'écran. Alors je ne sais pas si c'est très visible ou pas, hein, si jamais vous ne voyez pas, alors ça m'embêterait un peu. Donc voici
la plateforme de facturation de l'ordre, où là, par exemple, vous avez une interface où vous allez pouvoir gérer vos factures de vente. Donc ça, c'est une plateforme de dématérialisation partenaire qui est ici vide parce que, en l'occurrence, dans l'exemple qu'on a pris, il n'y avait aucune facture de vente qui avait été transmise par le biais de la plateforme. Donc, c'est entièrement vide. Vous avez ici la possibilité d'ajouter un document. Donc, vous pouvez ajouter une facture PDF et la plateforme qui est jefacture.com, c'est la plateforme de l'ordre. Et donc, la plateforme va se charger de transformer votre facture PDF en facture électronique, donc qui va apparaître ici. Ou vous aurez la possibilité de verser directement vos factures de votre logiciel de facturation vers la plateforme qui est ici, en l'occurrence, JeFacture. On va prendre un exemple un peu plus parlant. C'est par exemple pour une facture d'achat. Donc pour une facture d'achat, là, vous voyez un exemple avec un client qui a reçu 3 factures d'achat dans sa plateforme partenaire. Et vous voyez que ces factures d'achat, elles ont ici, pour 2 d'entre elles, un statut qui est à accepter. Donc là, vous, votre rôle, ça va être de prendre connaissance de la facture. Donc, prise de connaissance de la facture, vous cliquez sur la facture en question et elle va s'afficher de cette manière-là. Donc, la plateforme va reconstituer la facture et vous verrez ce à quoi elle ressemble. Et dans un deuxième temps, si vous êtes OK sur la facture, vous allez l'accepter et donc elle va passer du statut à accepter au statut accepté ou au statut refusé si vous deviez la refuser. Et ici, vous avez les factures qui seraient éventuellement échues parce que dans les transmissions de données électroniques, il va y avoir notamment les dates d'échéance. Et là, vous avez le dernier statut qui est celui qui intéresse le comptable, c'est est-ce que la facture a été récupérée au niveau de la compta. Donc voilà un petit peu comment ça peut se passer de manière beaucoup plus pratico-pratique. Ça permet peut-être de mettre un tout petit peu de concret sur ce qui vous attend. Donc là, les prochaines étapes, là, c'est que on va vous transmettre déjà le PowerPoint de la présentation pour que vous en ayez connaissance. Si vous le souhaitez, on peut aussi l'accompagner d'un mail on peut aussi l'accompagner d'un questionnaire, si certains ont des questions et qui souhaitent aller un petit peu plus loin. Et on va proposer, nous, chez Isico, d'ici la rentrée, des webinaires à destination de nos clients ou de tiers externes, où on va réexpliquer encore beaucoup plus en détail ce qui vous attend. Et là, on aura des vraies présentations pratiques de plateforme. Donc, j'en ai fini. Je suis disposé à répondre à vos questions si vous en avez. Je vous écoute. Enfin, je vous écoute, je vous lis plutôt. Et je vous remercie pour votre attention. On a passé 1 heure ensemble et c'était un petit peu dense, donc je sais que c'est pas facile à comprendre et je vous remercie vivement pour votre attention. Peut-être au micro, peu importe. Vous pouvez débloquer votre micro si vous souhaitez le poser par oral. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Allô? Oui, bonjour. Vous m'entendez? Bonjour. C'est bon. Donc, en fait, moi, ma question, c'est savoir, en fait, si chaque société, donc chaque intervenant, va devoir s'inscrire sur une plateforme donc, de dématérialisation PPF ou DPD, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. En fait, alors, chaque. La question principale, c'est que donc moi, je suis concepteur de logiciels de facturation assez spécial en fait, dans le domaine du lait et le négoce de viande. Donc c'est pour ça que les marchands bestiaux, comme je vous disais, en fait, aujourd'hui, et même encore à l'heure d'aujourd'hui, ils vont chercher en fait des animaux chez les éleveurs, mais c'est pas les éleveurs qui font une facture de vente aux marchands de bestiaux, c'est le marchand de bestiaux qui établit un bordereau d'achat valant facture, et c'est ce qu'on appelle de l'autofacturation. Oui. Donc, ma question, elle est simple, c'est qu'en fait, le marchand de bestiaux, il a peut-être qu'en fait que 2 ou 3 clients, ce sont des abattoirs pour la plupart, et en fait, il va avoir 250 fournisseurs, mais il établit les factures d'achat pour ses fournisseurs. Donc, j'imagine qu'il va devoir, dans ce cas-là, inscrire tous ses fournisseurs sur une plateforme à leur place, quoi. C'est ce qu'avant, il faisait signer un document aux fournisseurs en disant « vous m'autorisez à facturer à votre place ». Quoi. Mais aujourd'hui, c'est complètement… En fait, je vais répondre à votre question, je vais répondre point par point à votre question. Alors déjà, chaque assujetti à la TVA, donc chaque entreprise assujettie à la TVA aura l'obligation de s'inscrire sur une plateforme. OK. Obligation. Dès que vous êtes assujetti à la TVA, vous êtes obligé de vous inscrire sur une plateforme ou, à défaut,
ou à défaut, vous serez sur le portail public de facturation. D'accord. Donc là, vous n'aurez pas le choix. OK. Pour ce qui est de l'autofacturation. Donc pour ce qui est de l'autofacturation, dans ce cas-là, c'est pas votre éleveur qui va en fait émettre la facture à destination de son client, c'est le client en fait qui va émettre la facture pour le compte Voilà, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, ce cas a été prévu par l'administration fiscale déjà et vous êtes dans un cas extrêmement particulier et un petit peu plus complexe. La solution qui est donnée par l'administration fiscale, c'est que c'est l'acheteur, par sa propre plateforme, qui va émettre la facture pour le compte de. Et donc, ce n'est pas D'accord. votre client qui devra faire Possible. transiter une facture. OK, donc ce sera quand même possible de le faire alors. Oui, ce sera possible de le faire. C'est prévu d'ailleurs expressément par le fisc. OK, OK. Après, ma deuxième question, c'était sur le fait, en fait, ce qui m'a paru vraiment intéressant, c'est justement qu'aujourd'hui, c'est compliqué avec les cabinets d'expertise comptable de Mmh, transférer toutes les factures parce qu'il bien y sûr. a, il y a énormément de logiciels de comptabilité sur le marché et à Oui, chaque fois, il faut faire une interface comptable bien spécifique pour être interfacé tout à avec les fait. comptables. Mmh, Donc, j'en sais quelque chose. Donc là, j'imagine mmh. que le truc super, c'est que justement, à partir des plateformes de dématérialisation, il y aura un fichier générique qui va être émis, qui sera compatible avec tous les logiciels de compta derrière. Alors, là, pour l'instant, on n'a pas encore la réponse à la question. En revanche, je vais vous donner, la dynamique que ça prend. La dynamique que ça prend, c'est que comme on force toutes les plateformes à être interconnectables, il y a de très, très fortes chances que ce soit un fichier générique, qui sorte du Ouais, logiciel. De la même façon qu'à l'heure actuelle, tous les logiciels de compta sortent un fichier générique qui est le fichier des écritures comptables, hein. ouais, c'est ça. OK, OK, OK. Bah, ça, c'est la bonne nouvelle, quoi. Ouais. OK, bah moi, enfin, OK, ça va. Merci. On a merci deux beaucoup. questions dans le chat. Ouais, Où peut-on trouver alors la liste des plateformes disponibles? c'est une excellente question. Il n'y a pas encore de liste à l'heure actuelle. Il n'y a pas encore de liste à l'heure actuelle parce que, les plateformes ont jusqu'au mois de septembre 2023 pour, se déclarer candidates. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore de liste officielle. Nous aurons la liste officielle à la rentrée. Sachez qu'il y a énormément de plateformes qui vont arriver. Alors c'est un petit peu inattendu, hein, parce que, le processus initial d'immatriculation des plateformes partenaires était extrêmement lourd et extrêmement complexe. À tel point que l'administration fiscale l'a finalement allégé et du coup, comme ils l'ont allégé, il y a eu énormément de candidats qui se sont déclarés. Donc vous aurez certainement une liste relativement longue, mais on l'aura cette liste à la rentrée. Pour l'instant, on a déjà nous, hein, quelques noms de plateformes qui vont arriver, mais c'est pas définitif et puis c'est très spécifique les noms qu'on a. Donc on a une deuxième question qui est, je travaille principalement avec donc vous êtes restauratrice et vous travaillez principalement avec des particuliers et vous, votre question, c'est de savoir, le e-reporting, donc vous avez déjà bien compris, les choses, hein, c'est que vous êtes soumise à l'obligation de e-reporting et vous êtes en train de vous poser la question: «Combien de fois par mois vous allez devoir le faire?» Alors je vais vous poser une deuxième question. Hem, Vous êtes en TVA mensuel, trimestriel ou annuel? OK. Alors, si vous êtes en régime de TVA mensuel, vous allez devoir faire 3 dépôts dans le mois. Ça se passe en 3 fois. Il y a pour la période alors je vais vous expliquer, hein. Pour la période du 1er au 10 du mois, c'est à déposer le 20 du même mois. Pour la période du 11 au 20 du mois, c'est à déposer pour le 30 du même mois. Et pour la période du 21 au 31 du mois, c'est à déposer pour le 10 du mois suivant. Exemple, les opérations du 1er juin au 10 juin, c'est à déposer pour le 20 juin. Les opérations du 11 juin au 20 juin, c'est à déposer pour le 30 juin. Et les opérations du 21 juin au 30 juin, c'est à déposer pour le 10 juillet. Alors la question que vous ne m'avez peut-être pas posée, c'est, comment est-ce que vous allez faire pour déposer? Normalement, vos logiciels de caisse devraient se mettre à jour automatiquement pour, transmettre vos alors a priori, hein, c'est la direction que ça prend, c'est que, les aides de caisse de vos logiciels de caisse se transmettent automatiquement à l'administration fiscale. C'est, globalement la direction que ça prend, pour que le e-reporting se fasse de manière automatique en un clic. Et pour ceux qui ne seraient pas équipés d'un logiciel de caisse ou pour ceux qui auraient un logiciel de caisse qui ne permet pas cette fonction-là,
c'est soit de passer par une plateforme partenaire, soit de vous connecter sur le portail public de facturation et d'aller retaper vos données vous-même. Écoutez, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Une dernière chose, pardon. Vous disiez tout à l'heure que une société qui se serait pas inscrite avant le 1er juillet 2024 sur une plateforme de dématérialisation, elle Oui. sera automatiquement inscrite sur sur la plateforme publique. Sur le PPF, ouais. Ce sera automatique, ça. Ce sera automatique parce que, alors, je vais vous faire une explication un peu plus technique. En fait, pour qu'une facture puisse être transmise d'une société à l'autre, il faut que vous, quand vous émettez votre facture, vous sachiez quelle plateforme utilise le récepteur. Et pour savoir quelle plateforme utilise le récepteur, on va devoir interroger ce qu'on appelle un annuaire qui va être tenu par l'administration fiscale. Et dans cet annuaire sera répertorié pour chaque entreprise le nom de la plateforme qu'il utilise ou la mention que cette entreprise utilise le PPF. Donc, c'est pour ça que, en fait, c'est tellement obligatoire que l'entreprise fasse un choix que si elle n'en fait pas un, par défaut, ce sera le PPF parce que chaque entreprise doit être identifiée quelque part. D'accord, d'accord. OK, merci. Moi, j'avais une question peut-être complémentaire sur ces sujets-là. Je crois, si j'ai bien compris, vous avez OK que les plateformes de dématérialisation partenaires étaient immatriculées par l'État pour une période de 3 ans, Oui. reconductible. Oui. Ça veut dire qu'au moment où on fait le choix de sa plateforme, on n'a aucune garantie que ce soit pour plus de 3 ans. Exactement. La seule garantie, alors là par contre, je vais beaucoup appuyer sur la. C'est pour ça que dans les critères de choix d'une plateforme partenaire, il faut aussi vérifier la qualité. Il faut aussi un petit peu vérifier qui se cache derrière cette plateforme. Par exemple, la plateforme de l'ordre, on sait qu'elle va perdurer parce que c'est l'ordre des experts comptables qui la met en place, donc celle-là. Et d'ailleurs, l'ordre des experts comptables a prévu les choses, même si la plateforme de l'ordre devait disparaître. La plateforme de l'ordre a signé un contrat avec Orange Business pour garantir la conservation pendant 10 ans de tout ce qui a été déposé dessus. Je réagissais justement un peu comme Emmanuel que je vois dans le chat. Du coup, est-ce que ça donne pas effectivement un avantage à la plateforme publique de facturation? Alors, ça peut donner un avantage à la PPF. Cependant, il ne faut pas oublier que la PPF, ce qu'elle propose, c'est vraiment le service minimum. Donc, ça veut dire que vous n'aurez potentiellement pas les bénéfices que peut avoir une facture électronique. Et à l'heure actuelle, nous n'avons aucune garantie expert comptable que le PPF soit capable de nous transmettre les fichiers électroniques de facture. Donc, ça nous pose aussi un petit problème à nous. OK. C'est pour ça que, effectivement, même si le PPF peut avoir ce côté sécurisant, nous, on suggère pas du tout de passer par le PPF. Alors, j'ai vu aussi qu'il y a une question d'une personne qui passe par Indy. Alors, je vais juste lire la question. Donc, moi, j'ai Indy qui permet de lister les recettes et dépenses plus factures, plus faire les différents documents comptables pour l'administration fiscale, plus Chorus Pro. Va-t-il falloir que je prenne une autre plateforme? Alors, là, la question à se poser, c'est est-ce que Indy va être une plateforme de dématérialisation partenaire ou pas? Il y a de très fortes chances que Indy soit un opérateur de dématérialisation et pas une plateforme partenaire. Et dans ce cas-là, vous pouvez garder Indy, mais vous allez devoir le chaîner à une plateforme partenaire ou au portail public de facturation si vous y arrivez. Le vrai enjeu, c'est est-ce que Indy est déjà en train de développer la connexion possible aux plateformes, en fait, hein. Exactement. Il va falloir effectivement que le logiciel puisse se connecter sur les plateformes. C'est exactement ça. Alors normalement, les plateformes et les services de type Indy sont en train de communiquer massivement sur, le sujet, donc je pense que vous pourriez trouver l'information sur leur site. Et si vous ne la trouvez pas, je serais d'avis que vous posiez la question, à leur support. Oui, je pense qu'il faut leur poser la question directement. En fait, la question à poser, c'est, est-ce que vous comptez, être plateforme de alors vous pouvez, l'abréger PDP, hein, ils vont comprendre, hein, c'est plateforme de dématérialisation partenaire.
Est-ce que vous avez encore d'autres questions? Bon, dans ce cas-là, s'il n'y a plus de questions, ben, je propose qu'on conclue le webinaire. Peut-être que vous voulez dire un petit mot pour la fin Oui, alors je vois qu'il y a 2 personnes qui sont en train d'écrire dans le chat, mais c'est plutôt des remerciements. Alors effectivement, merci bien pour cette intervention. J'espère que c'est un peu plus clair parce que c'est vrai, on s'en rend compte, le sujet est quand même assez nébuleux et on n'a pas encore les plateformes. Ça, je comprends bien la difficulté aussi d'intervenir sur ce sujet. On n'a pas encore les plateformes pour faire la démonstration. On espère que ça viendra dans des accès de démo. En tout cas, j'espère que c'est un peu plus clair et surtout, j'appuierai effectivement le message. Profiter de cette obligation réglementaire pour enclencher un process de digitalisation qui soit aussi plus global que la facturation électronique. Oui. Je pense que c'est une belle occasion de Oui. s'équiper en logiciel, par exemple. Oui. Et du coup, je ferai un lien aussi sur tous ces sujets de dématérialisation, que ce soit pour l'acquisition d'un logiciel de gestion comptable dédié ou que ce soit pour investir dans une caisse connectée qui ait cette capacité d'interface avec les différentes plateformes. N'oubliez pas que le Conseil régional a en ce moment des dispositifs de subvention pour la digitalisation des petites entreprises, commerces, artisans, qui, à mon avis, est une belle opportunité de passer ces caps-là en équipement logiciel, par exemple. Voilà pour le dernier mot que je voulais donner. Je vous remercie encore tous. Loïc, évidemment, pour votre intervention, mais à tous pour votre participation. Et le prochain webinaire, je crois qu'on se donne rendez-vous en octobre cette fois pour parler de contenu vidéo, de production de contenu vidéo pour sa communication digitale. Merci à tous et très bonne soirée. Bonne soirée à tous. Au revoir.